La SNCF et des cheminots pourraient peut-être gagner les universités. Plusieurs sites sont bloqués en France. En cause, la réforme Parcoursup qui modifie les conditions d'accès à l'université. Fabien Recker. Manifestation étudiante à Montpellier ce matin contre le projet de réforme du gouvernement. Le mouvement a déjà gagné Toulouse, Bordeaux, Nancy ou Paris. Une dizaine d'établissements sont désormais bloqués en France. En marge d'une conférence de presse ce matin, la ministre botte en touche. Je crois que la très grande majorité des étudiants a compris quel était l'objectif de cette loi, qu'elle était là pour les accompagner. Je pense qu'il faut arrêter de faire monter l'angoisse au travers notamment de la désinformation. Même son de cloche du côté de ce responsable syndical favorable à la réforme de l'université. Il met en doute la légitimité du mouvement de blocage. On a souvent tendance à focaliser la caméra sur ceux qui se mobilisent, et c'est normal. Mais on oublie souvent aussi la majorité silencieuse. Et je rappelle qu'il y a une démocratie sur les campus, ça s'appelle les élections étudiantes, qu'on est aujourd'hui en plein cycle électoral, et que les organisations qui sont à l'origine des blocages ne sortent pas majoritaires des scrutins. Des blocages pourtant votés par les assemblées générales, rappellent les syndicats contestataires. Des syndicats qui refusent le principe d'une sélection à l'entrée à l'université au nom de la justice sociale. Il y a des assemblées générales un peu partout et les étudiants et étudiantes manifestent très clairement une opposition aux logiques de sélection qui au final ne sont que des sélections sociales et qui ont pour but de créer des universités à deux vitesses et avec des facs poubelles opposées à des facs d'élite. Gare de l'Est à Paris cet après-midi, ces étudiants parisiens sont venus s'associer à la manifestation des cheminots avec pour objectif la coagulation des luttes, scénario que redoute le gouvernement. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Sonia de la Provôté, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice centriste du Calvados. Face à vous, Sophie Taillé-Polian, bonjour. Merci d'être avec nous. Sénatrice socialiste du Val-de-Marne. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Roussel. Bonjour. Vous êtes président de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, président de la conférence des présidents d'université. Première question pour vous. Est-ce qu'on peut faire un point de la situation aujourd'hui des universités parisiennes ou est-ce qu'on en est des blocages ? Alors, parisienne et plus largement en France. Donc il y a deux universités, on va dire, qui sont assez bloquées depuis quelques jours. Donc il y a Toulouse principalement, où il y a vraiment un blocage de toute l'université, et c'est une des trois universités de Toulouse. Après, on a le site de Tolbiac sur Paris qui est bloqué. Et puis après, on a des sites à certains endroits. On a Montpellier où là, ça a réouvert aujourd'hui, ce matin, mais on a eu des blocages sur un site à Paris 8. On va en avoir, il y a eu des choses à Rennes, à Nantes, mais c'est souvent localisé sur un site particulier. Une douzaine d'universités Oui, à peu près de cet ordre-là, dans lequel il y a des sites qui sont bloqués. Ouais. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui, Sophie Taillé-Polian, cette mobilisation des étudiants, alors que finalement la réforme Parcoursup ne s'adresse pas directement à eux, mais plutôt aux futurs étudiants qui vont arriver ? Écoutez, oui, je comprends complètement la mobilisation des étudiants au regard de la situation des universités en France. Je voudrais quand même rappeler que depuis 10 ans, les moyens mis par étudiant ont baissé de 10%, alors même qu'on a eu une augmentation de 20% des étudiants. Donc il y a d'abord leurs conditions d'études aujourd'hui. Et puis il y a la sélection qui est mise en place aussi à l'université à travers Parcoursup. Et enfin, je crois aussi un certain nombre de réformes qui visent à complexifier les compensations entre matières qui aident souvent les étudiants à obtenir leur diplôme. Donc je crois que ça fait beaucoup de choses. Et je crois aussi globalement, par rapport à la politique du gouvernement, un projet pour la jeunesse qui est inexistant et une capacité à donner de l'espoir à la jeunesse qui n'existe pas. Et donc, peut-être que ça peut expliquer les mobilisations étudiantes. Ouais. Sonia de la Provôté, quel regard portez-vous sur cette mobilisation étudiante avec ce terme qui a été employé par Sophie Taillé-Polian? Elle s'inquiète d'une sélection à l'université. Est-ce qu'il y aura une sélection à l'université? Moi, je pense qu'il faut pas tourner autour du sujet. La question, à défaut d'avoir pu
mettre en condition un jeune dans son parcours pour être dans un choix éclairé. Et je pense que c'est ça le sujet, c'est comment on fait pour l'amener au bon choix par rapport à ses compétences, par rapport à son appétence. Et donc, c'est toute la question de son parcours au lycée, de sa connaissance du milieu professionnel et des métiers qui fait qu'il doit lui-même être orienté au bon endroit actuellement. Et on a le choix entre un tirage au sort, qui est une forme de sélection, on peut dire les choses telles qu'elles sont, très arbitraire. Ça, c'était pour l'ancien système, la pour l'ancien système. Et puis Parcoursup, qui est arrivé vite, on peut le dire, très vite, qui est quand même porteur d'un certain nombre d'éléments extrêmement positifs, mais qui va mériter, je pense, quand on va l'évaluer, des moyens supplémentaires en amont pour accompagner le jeune, et c'est la question de la réforme du lycée, de la réforme du baccalauréat, et de l'orientation professionnelle, de la meilleure orientation du jeune, mais aussi au moment de l'évaluation des dossiers Parcoursup, parce que c'est là que va être le nœud du système, c'est-à-dire où on tient vraiment compte des curriculum vitae et on rentre profondément dans ce qu'est le jeune et dans ce qu'il est capable de faire en dehors de ses notes qui serait l'unique tri pour lui permettre d'accéder à la formation qu'il souhaite, ou alors on n'a pas mis en place les moyens, et là on va avoir une difficulté parce que tout ce que Parcoursup a mené en plus pour accompagner les jeunes pourrait avoir comme effet secondaire plutôt une sélection. Gilles Roussel, on a entendu cette étudiante dans le reportage de Fabien Ricard parler de sélection sociale. Elle dit il y aura des facs poubelles et des facs d'élite. Oui, alors ça, la question de la sélection là, qui a été évoquée tout à l'heure, je pense que autant, et ça a été évoqué avec le tirage au sort n'était pas acceptable, autant on essaye de proposer une solution et c'est pas une sélection. Comme je disais l'autre jour, tout le monde ne peut pas aller à Paris 1, je veux dire, et tout le monde va aller à Paris 1, potentiellement région Île-de-France. Et heureusement, il y a d'autres universités, très bonnes en dehors de Paris et à l'extérieur. Donc, il faut bien répartir les gens. Dans la filière, puisqu'il y a des filières en tension dans lesquelles les étudiants ne pourront pas aller. Il ne s'agit pas là de telle ou telle université. Il faut bien choisir, si vous voulez. Si un étudiant si tous les étudiants dans une filière donnée veulent aller dans une université, il faut bien les répartir sur le territoire et trouver un moyen de les répartir. Alors, comment on fait ? Soit on fait un tirage au sort, ce qui était prévu précédemment, soit on fait un tri, un classement soit on augmente le nombre de places. Voilà. Alors ça, c'est la question, la vraie question. La vraie question, mais je pense c'est ça que je voulais en venir. C'est que c'est pas aujourd'hui qu'on sait si la réforme de Parcoursup marche ou ne marche pas. Ce sera à la rentrée probablement où on saura est-ce qu'il y a des places. Parce qu'en fait, dans les universités, on a augmenté le nombre de places. Le gouvernement a augmenté un petit peu les moyens, un peu en deçà de ce que nous on demandait. Je veux dire, on demandait même beaucoup plus. Et la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, tout étudiant qui veut aller à l'université pourra y accéder, et ça, on ne le saura qu'à la rentrée. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans les universités, c'est plutôt une réaction aux violences qui ont eu lieu justement, à ces Montpellier. Violences à Montpellier. Elles ont amplifié le mouvement de protestation justement contre Parcoursup. C'est ce que vous diriez. Elles ont surtout généré dans les universités une émotion très forte, quels que soient les opposants ou les gens en faveur de la loi, sur le fait que cette violence qui rentre à l'université alors qu'on doit être d'un lieu de débat, avec des présidents d'université qui ont la responsabilité quand même des jeunes et des personnes qui sont dans leur établissement, qui sont un peu démunis par rapport à ce genre d'action à l'intérieur des établissements. Il y a une réaction rapide du gouvernement avec la mise en examen du doyen et d'un professeur. Ça n'a pas suffi visiblement à calmer les tensions ? C'est sûr qu'il y a eu d'autres agissements. Il y a eu à certains endroits des groupuscules d'extrême droite qui sont venus perturber des actions qui ont été menées. Et donc c'est vrai que ça, c'est inadmissible dans nos universités. Donc, et globalement, quand on entend les messages des organisations syndicales, c'est le point qu'ils mettent le premier en avant. Et on ne peut être que d'accord avec eux. En revanche, on fait le lien avec la loi RE, mais ce n'est pas toujours le cas. Sur ces images de violence, effectivement, de la faculté de Montpellier, vous avez été choquée, Sophie Daillé-Poulian ? Extrêmement choquée, d'autant que les étudiants qui occupaient l'amphi le faisaient de manière totalement pacifique et n'empêchaient pas les cours. Donc c'est vraiment inqualifiable ce qui s'est passé. Ça ne doit absolument pas se reproduire et ça doit être sanctionné, effectivement. Après, sur la question de la loi d'orientation des étudiants, effectivement, il y a d'abord un problème de moyens et la précipitation dans laquelle ça a été mis en place, ça fait qu'il y a un problème. Il y a une sorte déjà de génération sacrifiée parce qu'il y a des tas de jeunes lycéens qui ont fait leur lettre de motivation, etc. Et les universités, n'ont pas
pas vraiment les moyens de regarder ces dossiers. Et deuxièmement, n'ont pas non plus les moyens de mettre en place les dispositifs d'accompagnement qui étaient censés permettre à des étudiants qui auraient eu des difficultés de réussir. Donc on a vraiment une génération sacrifiée de cette première année. Au-delà, il y a quand même aussi la question de savoir si, vu que malheureusement, on va quand même prendre les notes. À quelques dixièmes de points de différence près, on va être pris ou pas dans la filière de son choix. C'est quand même un message très dur envoyé aux lycéens de dire si tu as 13,2, ça passe. Puis si tu as 13,1 de moyenne générale avec des pondérations que chacun fait à sa sauce, ça passe pas. De la Provoté. Oui, je pense que quand même il y a une des propositions d'ailleurs qui venait du Sénat, c'est que le jeune puisse accéder à ce qu'il y a, aux critères, aux éléments qui ont permis de prendre la décision sur son orientation. Donc là, il y a quand même un effort de transparence qui va être important. Il faut que ce soit constructif pour le jeune. Je pense que dans ces affaires-là, il y a aussi la proposition d'avoir des enseignants qui encadrent les jeunes au lycée, parce qu'il y a quand même ce sujet-là. C'est comment on écrit un CV, comment on se met en valeur, comment on est capable d'écrire une lettre de motivation. Donc ça, c'est un élément qui s'est mis en place un petit peu en urgence. Je pense que c'est une année un peu de transition, mais on ne peut pas dire que le tirage au sort n'est pas non plus sacrifié une partie de ceux qui, l'année dernière, s'étaient inscrits et ont vu, malgré leur travail, pour certains, et leur travail approfondi et les efforts consentis pour pouvoir atteindre ce qu'ils souhaitaient, se sont vus refuser par un tirage au sort la formation à laquelle ils souhaitaient accéder. Donc on n'est pas sur quelque chose de parfait, mais on doit l'évaluer. Et en tout cas, moi je pense que le secret de tout ça, c'est quand même de pouvoir prendre en compte le jeune, que pas uniquement au travers du critère des notes, mais moi je crois beaucoup à la question du curriculum vitae, parce que l'appétence, la compétence, les capacités du jeune en dehors de sa vie scolaire, qui est quand même une vie très cadrée, et ce qui se passe en dehors, c'est quelque chose d'important pour évaluer sa capacité à pouvoir se lancer dans une carrière et dans une filière. Et je crois aussi, moi, beaucoup à la lettre de motivation et à cet échange qu'il peut y avoir avec le jeune pour qu'il soit vraiment sur la bonne voie. Vous voulez bien, je salue Abdoulaye Diarra qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, vous êtes le vice-président de l'UNEF. On parlait effectivement de cette réforme Parcoursup qui génère des mobilisations aujourd'hui dans les universités. Cette mobilisation, où est-ce qu'on en est? Est-ce que, il y a des avancées ce soir? Déjà, désolé du retard, mais effectivement, moi je reviens de la manifestation où il y a effectivement des milliers de jeunes qui sont descendus, en tout cas pour Paris, pour tout simplement répéter leur opposition à la mise en place de la sélection. Mais pour avoir un peu entendu ce qui s'était dit sur le plateau, je pense que notamment c'est un peu ce qui se disait sur la question de l'aide de motivation, tout simplement est-ce que les établissements vont avoir la possibilité de traiter toutes ces données et de regarder chaque lettre de motivation, où effectivement tout le monde est sceptique quand même sur cette possibilité-là, mais surtout là aujourd'hui on a une mobilisation qui prend de l'ampleur parce que tout le monde se rend compte des inégalités sociales qu'elle va créer. Écrire une lettre de motivation quand on n'a pas de formation, quand on n'a pas un bagage culturel, et par ailleurs ça se voit aujourd'hui, le nombre de prépas privés qui se sont développés pour pouvoir favoriser la mise en place de l'aide de motivation sur Parcoursup, la prise en compte de diplômes extrascolaires tels que le BAFA par exemple pour des filières de STAPS qui coûtent des milliers d'euros pour des jeunes, effectivement c'est une sélection sociale particulièrement importante. Et autant ça fait plusieurs mois qu'on appelle à se mobiliser et on voit que la mobilisation elle a pris de l'ampleur, là ces derniers jours c'est un peu une prise de conscience collective, notamment parce que les lycéens ont été amenés tout simplement à voir effectivement comment fonctionne Parcoursup. Il y a un contexte aussi de climat social particulier, il ne faut pas l'oublier, Abdoulaye Diarra, avec les cheminots aussi qui sont dans la rue. On craint ou on espère, selon son point de vue, justement cette convergence des luttes. Oui, on a un contexte particulier où on a une contestation qui est quand même particulièrement importante parce que tout le monde se rend compte, pour l'instant en tout cas, qu'il n'y a pas de vraie politique qui est faite en notre faveur. En tant que jeune, aujourd'hui, c'est difficile de se dire, aujourd'hui, on a une politique au niveau éducatif qui nous est favorable. Et surtout, aujourd'hui, de voir effectivement la question du tirage au sort que tout le monde avait pu pointer du doigt l'année dernière et que personne ne défend. Mais là, on nous vend un peu cette politique comme étant la seule option finalement face au tirage au sort, alors qu'on le sait très bien, on a une réforme qui s'avère très dangereuse pour des milliers de jeunes, et donc il ne faut pas toujours prendre un peu des comparatifs qui n'ont rien à voir, et surtout de voir combien de jeunes effectivement vont être touchés. Et sur cette question notamment des lettres de motivation, ça va être regardé de près, c'est la première année que ça se met en place, ça va avoir un réel impact justement dans le choix des universités. Ça se met en place, donc je ne peux pas vous dire exactement comment ça va se passer, vu que ça n'a pas eu encore lieu. En revanche, moi je fais totalement confiance à mes collègues, parce que beaucoup d'entre eux sont quand même très sensibles
à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que cette sélection sociale, la plupart des universitaires, en tout cas ceux que je connais, sont très sensibles à cette question-là et sont bien au fait de ce qui se passe dans les établissements actuellement. Il ne faut pas obliger que la sélection sociale, elle se fait déjà actuellement. Donc potentiellement, avec Parcoursup, on est susceptible de pouvoir faire évoluer un petit peu les choses. Aujourd'hui, les établissements, on sait très bien qu'il y a des établissements où il y a des gens qui vont. On parle d'officines privées pour rédiger des motivations, mais il y avait des officines privées pour aider les jeunes à rentrer dans APB. Il ne faut pas se leurrer à dire quelle est la stratégie qui est la meilleure. Il y avait tout un tas de choses qui se mettaient en place. Donc dire qu'il y a quelque chose de complètement nouveau et que Parcoursup remet totalement en cause un certain nombre de choses qui n'existaient pas avant, je pense que c'est un peu noircir les choses ou les enjoliver. Alors effectivement, il y a des risques. Il faut être vigilant, il faut donner toute la transparence possible aux décisions qui sont prises et faire en sorte que ce système qui nous donne la capacité de choisir, nous donne la capacité de choisir de façon intelligente et de façon la plus respectueuse de la diversité sociale de notre pays. Oui, Sophie Taillé-Polian. Écoutez, sur la lettre de motivation, si on fait 10 choix, allez, mettons 5 choix différents, c'est-à-dire deux universités, histoire, alors il va falloir expliquer 5 fois qu'on a extrêmement envie de faire ça. Et puis en fait, après, on a extrêmement envie de faire ci. Et puis après, bon, mais tout ça n'a pas de sens. Quel est le désir profond des jeunes? Il faut penser qu'on a beaucoup plus de chances de réussir quand on a véritablement envie de faire telle ou telle filière. Et donc, il faut garantir, comme c'était le cas avant, et c'est inscrit dans la loi, que chaque jeune peut aller dans la filière de son choix. Pour cela, bien entendu, le fait de mettre des tutorats, etc., c'est très bien. Mais là, c'est ça qui pourrait vraiment aider les étudiants. Et là, le budget n'est pas là. Donc, les universités ne sont pas en mesure de le mettre en place. Après, sur les CV. Écoutez, il y a effectivement une discrimination sociale importante qui peut se faire, mais aussi en fonction de la sociabilité du jeune, de sa capacité. Ces jeunes, ils ont 17, 18 ans. Oui, s'ils n'ont pas encore eu d'engagement associatif, peut-être que ça viendra en rentrant dans le milieu étudiant. Il faut aussi laisser la liberté aux jeunes de déployer toutes leurs compétences. Et là, on les fige, on leur dit non, c'est pas possible. Et on les renvoie à quoi? À un moment donné, en cas où ils n'ont pas de place, le recteur qui devra, et heureusement, leur donner une place dans une filière qui a rapport à un de leurs 10 choix. Rapport. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un jeune que de ne pas avoir accès à la filière qu'il a vraiment envie de faire? Explosive, Sonia de la Provôté, justement pour les facultés. On voit déjà des mobilisations on va voir aujourd'hui. comment vont se passer les suites de l'inscription Parcoursup déjà, parce que c'est ça qui va se passer, c'est ce que les jeunes vont avoir comme retour par rapport à leurs souhaits et si finalement il y a une satisfaction, s'il y a des manquements, il faudra, je pense, les régler très vite et il faudra voir rapidement où sont les soucis. Moi, je voudrais vous répondre quand même sur la question du désir profond. Le désir profond, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite obtenir, je pense tous pour les jeunes, c'est qu'ils aient satisfaction par rapport à leur désir profond. La question, c'est plutôt de la qualité du choix. C'est-à-dire comment on a mis les jeunes dans leur parcours au lycée en situation d'avoir un désir profond qui repose sur la réalité de ce qu'ils ont envie de faire. Souvent, le désir profond a été aussi un désir par défaut. C'est-à-dire que certaines filières ont été mises en valeur, sont attirantes, sont attractives. Et en réalité, on sait très bien que la première année de fac est souvent une année où finalement on change. Moi, je pense qu'il faut plutôt se battre pour les passerelles. Je pense que ça, c'est vraiment un sujet. C'est-à-dire qu'on a le droit aussi de se tromper quand on arrive sur une orientation et on a le droit d'avoir des acquis parce que sa première ou sa deuxième année de fac a permis d'avoir des acquis et de pouvoir se réorienter en cours de route. Je pense qu'il ne faut pas figer les choses, mais la question du choix éclairé, c'est vraiment un sujet. Et là, pour le coup, je pense qu'on a des énormes progrès à faire pour pouvoir donner une meilleure connaissance et des filières et des professions, et finalement que l'envie soit une envie réelle et pas une envie qui vient de l'envie des autres un petit peu et de l'air du temps. Que demandez-vous aujourd'hui très concrètement au gouvernement pour stopper le mouvement ?
Nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement le retrait de ce projet de cette loi et surtout la garantie que chaque jeune puisse choisir la filière de son choix. Et c'est là où, justement, je trouve que c'est un peu incohérent parce que vous nous parlez du fait qu'il faut respecter le désir profond des jeunes. Par contre, ce que pose la loi, c'est que finalement, ce désir profond des jeunes, c'est pas les jeunes qui vont le choisir. C'est les établissements universitaires qui vont avoir le choix. Effectivement, la loi est plutôt bien faite. Elle n'écrit pas sélection, mais par contre, elle dit que les établissements universitaires vont pouvoir choisir. Certains plutôt parleront de sélection parce que dans les faits, c'est un peu ce qui va se passer. Et surtout, c'est que elle prend un peu un prisme de dire, finalement, si les jeunes sont en situation d'échec, c'est parce qu'ils font le mauvais choix. Alors de se dire plutôt, si les jeunes sont en situation d'échec, c'est parce que, globalement, nos méthodes pédagogiques, nos enseignements n'ont pas évolué depuis un certain nombre d'années. Et les moyens de l'université. Donc plutôt que de donner les moyens, justement, aux établissements universitaires et de développer les questions pédagogiques pour permettre à chaque jeune de pouvoir réussir, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre les jeunes qu'on estime comme ayant le moins de chances de réussir et on va tout simplement les écarter de certaines filières en se disant, au moins comme ça, on va pouvoir doper artificiellement nos taux de réussite. Gilles Roussel, puisqu'on arrive bientôt au terme de ce débat, j'ai commencé en vous posant la question justement sur le point sur les blocages. On sait que l'Élysée surveille particulièrement la situation dans les universités et redoute que la contestation des cheminots gagne les facs françaises. Quel est votre sentiment ce soir? Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement social? Il y a toujours un risque d'embrasement. Enfin, voilà, s'il y a quelqu'un autour de la table qui dit oui, ça va s'embraser ou non, je pense ça sera un menteur, donc je pense que personne ne s'y risquera. Voilà. Donc en revanche, sur les revendications de retirer la loi RE, moi je peux pas comprendre ça parce que on peut pas dire que le système précédent était bon et donc retirer la loi, ça veut dire revenir au système précédent. Donc de ce point de vue-là, ça veut dire que ça ne marche pas. Et puis le deuxième point, c'est de dire que précédemment tout marchait bien et que il y avait et qu'il y avait tout étudiant pouvait accéder à l'enseignement supérieur dans la filière qu'il souhaitait. Ce n'était pas le cas. Il faut remettre les choses dans leur réalité. Donc, voyons ce qui peut se passer et tirons-en les conclusions à la rentrée, pas maintenant. Eh bien, merci Gilles Roussel, merci Sophie Tellier-Polian, merci Sonia de la Provoté, merci Abdoulaye Diarra. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, Rebecca Fitoussi pour son émission On va plus loin. Très bonne soirée à tous et à demain.